Bien, mesdames, messieurs, je vous dis bonsoir. Je m'appelle Jean-Paul Chagnollo, je suis le président de cette grande multinationale. Et je suis très heureux de vous accueillir. Évidemment, j'aurais préféré vous accueillir dans d'autres circonstances. On tenait vraiment beaucoup à rendre hommage à notre ami Xavier, qui est avec nous depuis maintenant plusieurs années. Je viens de dire qu'il est avec nous depuis plusieurs années et qui a joué un rôle important tout de suite sur tous les plans. Donc on aimait vraiment beaucoup. C'était au-delà du collègue, c'était vraiment un ami important. Et donc on tenait vraiment à faire cette soirée d'hommage. Et donc je remercie Bruno et Nadji qui l'ont organisé. Et je vous laisse la parole pour la suite. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là et d'être venu pour cette rencontre d'hommage à notre ami Xavier. Je voudrais remercier à mon tour Jean-Paul Chagnollo d'avoir eu l'idée de cette rencontre et puis toute l'équipe de l'IREMO qui s'est occupée de l'organisation. Et puis je voudrais saluer la présence de Diane et la remercier d'être là. Je vais être rapide parce que je crois que vous connaissez, la plupart d'entre vous connaissez bien Xavier. Il est né en 1945. Nous étions presque dans la même date, à quelques temps près. Il est docteur en économie à 28 ans, ce qui est pas mal. Moi, j'ai été docteur bien plus tard. Il a enseigné dans plusieurs universités, à Rennes, à Lyon, et puis enfin à la Sorbonne Nouvelle, où il est arrivé en 2002. Et c'est là que je l'ai connu. Je l'ai connu en fait en 2004, quand nous avons mis en place la coopération avec le Maroc, et notamment avec l'université Mohamed V à Rabat. C'est aussi l'année où il a été élu, je sais pas quel est le terme qu'il faut employer, titulaire de la chaire Jean Monnet d'économie européenne, dont il était très fier, et à juste titre, parce que c'est quelque chose d'assez rare et finalement d'important dans sa carrière et pour lui. Depuis cette première collaboration autour du Maroc, on ne s'est pratiquement jamais quitté. Enfin, c'est une manière de parler parce que Xavier était, vous le savez tous, un grand voyageur. Il passait son temps dans les avions. Ses recherches portaient, on va en parler avec nos invités, ses recherches portaient sur ce qu'on appelle l'économie de transition ou l'économie de développement. Il défendait l'idée qu'il fallait faire de l'économie politique. C'était un choix théorique et, j'allais dire, idéologique important par rapport à l'état de l'enseignement de l'économie en France, qui est peuplé de cantophrènes et de métromaniaques. Il avait d'abord travaillé sur la Hongrie. Sa thèse était sur la Hongrie, puis sur l'ensemble des pays d'Europe centrale, sur la Russie, et puis s'était intéressé à la Chine, aux Indes, aux BRICS, comme on dit aujourd'hui, sur lequel d'ailleurs il a organisé un séminaire ces dernières années, qui est un séminaire très, très important et dont il s'occupait très activement. Il est l'auteur d'un très grand nombre d'articles, je n'ai pas compté, ce n'est pas utile, de plus d'une vingtaine de livres, et 17 à l'Harmattan depuis 1998. Et je lui avais proposé, il avait accepté de s'occuper du secteur Asie de l'Harmattan, qui est un gros secteur géographique, et il avait créé une collection qui s'appelle Questions économiques, dont je ne sais pas très bien ce qu'elle va devenir depuis qu'il nous a quittés. C'était le meilleur des hommes, comme je dis souvent. Il était chaleureux, vous le savez tous, plein d'humour, il plaisantait de tout, y compris du même. Et surtout, je crois que sa principale qualité, c'est qu'il respectait les autres. Il était toujours attentif à ce que les autres pouvaient lui apporter, ou apporter tout court. Il n'y avait chez lui jamais aucune attitude de rejet ou de mépris. Et je crois que je l'ai pratiquement jamais entendu dire du mal de quelqu'un. Je pense qu'il en pensait sans doute de certaines personnes, mais il préférait sans doute suspendre son jugement, comme disent les philosophes. Et un jour, je lui ai dit qu'il était, peut-être sans le savoir, je ne sais pas si d'ailleurs il le savait, spinoziste,
Ne pas déplorer, ne pas haïr, ne pas rire, mais comprendre. Je voudrais conclure rapidement. Nous déjeunions régulièrement ensemble, à chaque fois qu'il posait ses valises à Paris. Et j'avais une phrase rituelle quand il arrivait dans le restaurant où nous mangions. Je lui disais « D'où viens-tu? Où pars-tu » Et il avait toujours un lieu d'où il venait, un lieu où il allait repartir. On a même continué ce rituel de nos déjeuners pendant la Covid, puisque nous allions déjeuner dans un square, puisque tous les restaurants étaient fermés, tous les bistrots étaient fermés, comme vous le savez. On allait déjeuner dans un square, et je peux même vous dire qu'un jour, on a déjeuné sous la pluie. Mais ça n'a pas entamé sa bonne humeur, ni la mienne d'ailleurs. Il avait accepté de participer aux activités de l'IREMO, et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, avec enthousiasme. On en avait longuement parlé. Et très vite, comme vient de le dire Jean-Paul, il est rentré de plein pied dans l'IREMO. Il a été élu au CS, au Conseil scientifique. Il a organisé avec Nadji Safir un séminaire sur le Maghreb. Et il a publié 2 livres dans la collection bibliothèque de l'IREMO. Le premier avec Nadji Safir sur le Maghreb à l'épreuve de la mondialisation. Et le second, très récemment, l'année dernière, je crois, avec Thierry Perrault, qui est ici, Présence économique chinoise en Méditerranée. Et puis, je tiens à remercier aussi Ahmed Silem pour sa présence et sa participation à nos débats. Je crois que ces 2 livres co-écrits par Xavier donne une bonne image, ou une image sans doute incomplète bien évidemment, mais donne une bonne image de la démarche intellectuelle de Xavier, qui pensait, qu'il disait souvent, on avait de longues discussions là-dessus, que l'analyse économique d'un secteur de l'économie ne pouvait pas se faire tout seul, isolé du reste. Il pensait que les interactions entre les économies étaient fondamentales pour comprendre ce que c'est que l'économie d'une région. La Chine avec la Méditerranée, les Balkans avec la Russie ou avec l'OTAN, ou avec l'Afrique avec l'Europe, etc., etc. C'est-à-dire qu'il pensait en économie politique, des grands ensembles économiques dont il essayait de penser l'interaction. Et je pense que les 2 livres qu'il a publiés dans la collection de l'IREMO disent bien ça. L'un sur le Maghreb et la mondialisation, l'autre sur la présence chinoise en Méditerranée. C'est toujours cette idée de mettre en interaction 2 zones économiques apparemment éloignées et pourtant fortement liées. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que ça suffit pour user votre patience. Et je vais donner tout de suite la parole à Nadji Safir, qui va nous parler du livre qu'il a écrit avec Xavier. Bien, merci. Je dois dire que je suis particulièrement ému. Je ne pensais pas vivre, disons, ce moment, mais nous y sommes. Je dois dire tout d'abord que j'ai connu Xavier Richet ici à l'IREMO. Je ne le connaissais pas avant, mais on se demande par quelle alchimie les relations humaines fonctionnent. Très rapidement, nous nous sommes très bien entendus. Et suite à des discussions, notamment avec Jean-Paul ici présent, progressivement, l'idée de ce séminaire sur le Maghreb est née. Évidemment, je suis maghrébin, je suis moi-même algérien, très attaché au Maghreb. J'ai eu un itinéraire qui est plus compliqué que celui de Xavier. Lui est un universitaire pur. Moi, j'ai entamé une carrière universitaire qui n'a pas duré longtemps. J'ai exercé des responsabilités en Algérie. Je suis parti en Afrique. Donc j'ai eu un itinéraire assez différent, mais peut-être que grâce à cet itinéraire, nous nous sommes très très bien entendus et nous avons commencé à travailler sur cette idée de séminaire sur le Maghreb. Il avait une vision du Maghreb
il avait d'abord une expérience du Maghreb avant d'avoir une vision, il avait d'abord une expérience directe du Maghreb. Bruno a rappelé ses voyages, et nombre de ces voyages étaient en lien avec le Maghreb, notamment le Maroc, qu'il connaissait fort bien. Et donc, nous avons commencé à travailler et à concevoir ce séminaire, parce qu'il est évident qu'un séminaire qui dure sur 10 séances, sur 12 séances, n'est pas le fruit du hasard, il a été le fruit chaque année d'un travail, d'une collaboration entre nous et avec d'autres collègues pour mettre au point une formation en direction des étudiants d'abord. Il est évident que l'objectif de sensibiliser, d'attirer, de fidéliser un certain nombre d'étudiants. À chaque année, nous en avons eu entre, je dirais, 15 et 30. Voilà. Au minimum, c'était une quinzaine. Au maximum, ça a été une trentaine de profils très différents, de jeunes étudiants qui, en général, entamaient une post-graduation, d'autres qui étaient déjà engagés dans la vie active et qui portaient un intérêt particulier au Maghreb et qui espéraient trouver dans le séminaire une réponse à certaines de leurs interrogations. Et je crois, par les contacts que nous avons eus tout au long de ces séances de formation, les retours que nous avons eus, les mémoires qu'ils ont rédigés, je pense que l'objectif a été atteint. Donc l'objectif numéro 1, c'était d'abord d'assurer cet objectif de formation en direction de cette population intéressée par les problématiques maghrébines. Et je dois dire qu'en ce qui concerne le Maghreb, et peut-être précisément grâce, je ne dirais pas à cause, mais grâce à nos formations et à nos itinéraires différents, nous avons exprimé un certain nombre d'idées sur les réalités du Maghreb, sur les perspectives qui s'offraient à la région, sur les perspectives qui s'offraient à chacun des pays composant la région, sur les grandes thématiques qui ont traversé les études sur le Maghreb ces dernières années. Nous avons pu parvenir à un consensus et pour aller à l'essentiel, je dirais que ce consensus portait sur, pour parler franchement, un certain nombre d'inquiétudes. Nous avions une analyse commune, convergente, sur le Maghreb et sur les tensions qui existaient dans les sociétés et dans les économies maghrébines, et aussi sur les perspectives qui s'offraient à la région et qui nous paraissaient, d'une manière ou d'une autre, je dirais pas facile. Et je crois que l'expérience pratique qui se déroule dans chacun des pays, dans ce séminaire ainsi que dans le livre, nous avons toujours défini le Maghreb comme correspondant aux 5 pays qui forment l'Union du Maghreb arabe. Et au final, on peut constater que chacun des pays, chacun à sa façon, est passé par des crises, par des phases de tension et qui, malheureusement, ne sont toujours pas terminées. En ce qui concerne la région en tant que telle, parce que nous portions aussi un regard sur la région en tant que telle, nous constations que la région, malgré de nombreux atouts,
était une région, c'est pour ça que nous avons parlé de Maghreb à l'épreuve de la mondialisation. Nous étions arrivés au constat que la région avait des difficultés à s'insérer de manière positive, c'est-à-dire en tant qu'acteur dynamique, dans la mondialisation. Et donc, disons, la première problématique qui nous a réunis, c'est celle de la formation. La seconde, ça a été l'écriture de cet ouvrage. Nous avons réuni des collègues venus du Maghreb et nous-mêmes, Xavier et moi. Et c'est un ouvrage qui se voulait un ouvrage rendant compte d'un moment dans l'histoire du Maghreb, d'un moment dans notre réflexion personnelle sur le Maghreb. Et nous l'envisagions comme une première étape. Je dois vous dire qu'avec Xavier, on s'était rencontrés et puis nous avions décidé de travailler sur une nouvelle version de l'ouvrage, tenant compte de l'évolution de la situation sur le terrain, tenant compte de notre propre évolution personnelle, des nouvelles idées que nous avions, des événements qui s'étaient déroulés dans la région, entre autres en Algérie, le fameux Hirak qui a constitué un moment important, mais pas que celui-ci. Et donc, nous avions en projet de travailler sur une nouvelle édition. Malheureusement, le sort en a décidé autrement, mais je crois que les graines, si je puis dire, qui ont été semées par Xavier sont toujours là et personnellement, je n'exclus pas de reprendre en quelque sorte l'idée et d'essayer de faire quelque chose de nouveau sur le Maghreb. Pour terminer, je dirais combien je suis d'accord avec ce que Bruno a dit de la sensibilité, de la méthode de Xavier. Et effectivement, par les temps qui courent, il est souvent difficile de trouver des économistes qui ont une telle sensibilité aux problèmes de la société, parce que tu as parlé de Quant-Offren, je souscris tout à fait à la terminologie utilisée. Une société ne peut pas être réduite à des chiffres, à des PIB, d'autant que parfois même ces indicateurs sont en eux-mêmes contestables. Et donc, je pense pouvoir dire que nous nous sommes d'autant mieux entendus que lui était un économiste, je dirais, allant en quelque sorte vers la sociologie et que moi je suis un sociologue allant vers l'économie. Et je crois qu'il y a eu une bonne entente intellectuelle entre nous et j'espère que le projet de reprendre cet ouvrage et en hommage aussi à la mémoire de Xavier reste pour moi un projet. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je ne sais pas comment commencer, d'autant plus qu'il m'est arrivé aujourd'hui quelque chose. J'ai rencontré mademoiselle. C'est grâce à sa mère que j'ai vraiment été en contact avec Xavier Richer. Hein, je le connaissais vaguement avant, mais disons que par le contact de sa mère, nous avons commencé à
avoir des relations intellectuelles. Et c'est lui qui m'a emmené en partie à droite et à gauche, au Maroc, au Moscou et ainsi de suite. Jamais en Chine, on ne s'est jamais rencontrés en Chine. Hein. Mais disons que nous avions donc ce point commun. Et donc de revoir Mademoiselle, parce que je l'ai vue alors qu'elle était un bébé, en poussette, à Paris, etc. Elle ne s'en souvient pas. Bon, enfin, donc... c'est quelque chose qui est marquant, et c'est d'autant plus marquant pour moi que le fait que ça ait lieu ici, parce que c'est Xavier qui m'a amené à l'IREMO. Il se trouvait que j'avais organisé à l'école des hautes études, c'est pendant 2 ans, non, avant ça même, j'avais organisé 2 conférences sur les relations entre la Chine et l'Algérie. Et puis, à l'issue de ces conférences, j'avais organisé un séminaire Chine-Méditerranée à l'école des hautes études, et quelque chose qui était très lourd en l'occurrence à tenir, et c'est pour ça qu'il n'a duré que 2 ans. Mais à l'issue de ce séminaire, Xavier m'a demandé de participer aux séances qui étaient organisées ici. Et donc, j'ai commencé à faire plusieurs séances. Et après ça, nous avons repris ensemble une séance plus générale sur la Chine et Méditerranée. Ça devait être la 3e séance que nous faisions ensemble cette année, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc, c'est un certain nombre de choses là qui se bousculent un petit peu. Mais disons que le résultat de la présentation, de l'intervention indirecte de la mère de Mademoiselle, l'intervention de l'IREMO, nous a conduit à la rédaction de cet ouvrage. Et ça a été pour nous deux l'occasion d'apprendre à se connaître. C'est un grand danger d'écrire un bouquin avec quelqu'un. Ça peut être quelque chose d'effroyable. Et ça explique entre autres pourquoi mon séminaire sur la Chine-Méditerranée n'a pas fonctionné. Mais là, avec Xavier, ça s'est passé en douceur. On s'est compris, on s'est écouté, on s'est corrigé. Et donc, c'était une expérience merveilleuse. Je ne crains pas le dire, et je suis surtout heureux que le bouquin ait pu paraître avant que lui ne disparaisse. Donc il a pu voir quand même ce que nous avions produit, et ça c'est une bonne chose. Alors le bouquin, oui, Xavier n'était pas un économiste comme les autres. Moi-même, je proclame que je suis un socio-économiste parce que je ne fais pas le passage de socio à économie, économie à sociologie. Je considère que l'économie est un fait social, et donc c'est une position un petit peu différente. Mais nos racines, notre formation d'économiste quand même pèse relativement de façon importante, et la taille du volume pèse aussi sur la liberté d'écriture, ou précisément pour la liberté d'écriture, mais elle nous contraint dans un certain volume, 128 pages, donc c'est présence économique chinoise, et on pourra nous reprocher de ne pas évoquer les problèmes politiques que peuvent représenter la présence de la Chine dans cette région méditerranée. Mais il est évident que nous étions obligés et contraints de voir ça ainsi. Alors, la première chose qu'on a constatée, c'est que le concept de Méditerranée, c'est vraiment une façon occidentale de raisonner les problèmes. En ce sens que c'est un concept qui est totalement étranger à la Chine. Historiquement, économiquement, géopolitiquement parlant, vous avez une base de données bibliographique chinoise qui s'appelle le CNKI, qui recense 60 millions d'articles en langue chinoise uniquement dans les domaines des sciences humaines et sociales. Et nous avons donc la possibilité donc de consulter ces articles depuis Paris. Mon centre est abonné, et j'ai donc essayé de faire un recensement. Et d'une part, on ne rencontre pas beaucoup d'ouvrages, mais surtout, les 2/3 sont consacrés à une thalassémie qui affecte 30 millions de personnes dans le sud de la Chine, ce qui est appelé, en fait, une anémie méditerranéenne, ainsi on traduit en français, et donc les 2/3 des articles sont ça. Et puis sur le tiers qui reste, vous avez 90%, c'est consacré à la diète méditerranéenne, au style de vie méditerranéen, donc aux visites de Santorin. Donc la Méditerranée n'existe que par ces 2 biais. Et donc il n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de vision
géopolitique de la Chine ou de géoéconomie de la Chine à propos de la Méditerranée et donc les relations que la Chine peut entretenir avec les pays du pourtour méditerranéen doivent être envisagées à partir totalement d'un autre angle, qu'est l'angle chinois. Mais notre démarche à nous, ça nous permet d'évaluer la réponse et non pas l'action en tant que telle. Alors donc ça a été la première chose, d'autant plus que la connaissance de la Méditerranée en Chine aujourd'hui a subi quand même un certain nombre d'années, le résultat d'un certain nombre d'années d'isolement, de destruction du système éducatif. Quand vous parlez avec un Chinois, il ne sait pas toujours s'il y a une différence entre Monaco et Maroc, parce que Morocco en anglais, hein, les deux termes se confondent. Mais alors, quand vous en avez un qui est un peu éduqué, il confond le Maroc avec l'Égypte, parce que Cléopâtre, l'égyptienne, a eu une fille, Cléopâtre Sélénée, qui a été reine de Mauritanie, donc le Maroc. Donc, si vous voulez, c'est un véritable salmigondi et une approximation des plus générales quant à l'histoire et la compréhension de la région et le rôle que cette Méditerranée, enfin la Méditerranée de bordel, c'est un concept qui leur est complètement étranger. Donc, ça nous a posé immédiatement le cadre du problème et en même temps, ça nous a conduit aussi à nous interroger sur les pays que l'on devait sélectionner parmi les pays méditerranéens à retenir. Alors, parce qu'il y a plusieurs définitions. Vous avez la définition du processus de Barcelone, et là, ça va jusqu'à la Finlande. Si vous avez une définition d'un laboratoire italien qui est très très actif et qui fait des travaux très intéressants, lui il va jusqu'à l'Iran, etc. pour la Méditerranée, donc un qui tire vers le nord, l'autre qui tire vers l'est, mais disons que à notre sens, ça ne correspondait pas exactement à ce que l'on pensait pouvoir vivre. Les pays riverains de la Méditerranée, c'était intéressant, mais c'était trop restrictif parce qu'il y avait un certain nombre de pays, entre autres la Bulgarie ou la Roumanie, qui étaient comprises dans un même élan ou dans une même organisation ou qui interpellait les Chinois. Et donc qui rentraient dans une stratégie où la Méditerranée conduisait les Chinois vers ces pays. Donc on a eu une sélection à faire de certains pays, puis il y avait des pays qui étaient reconnus dans un cas et pas reconnus par l'autre. Le Sahara occidental est reconnu par les Chinois, mais pas le Kosovo. Le Kosovo est reconnu par l'Europe, hein, mais le Sahara occidental, ça fait partie du Maroc. Bon. Donc, il y a des nuances. Alors, là, de ce point de vue-là, on a été sauvé, c'est par les statistiques. Parce que statistiquement parlant, le Sahara occidental ou le Kosovo, dans les relations avec la Chine, ça ne représente pas grand-chose. Donc, qu'on en tienne compte ou qu'on n'en tienne pas compte, c'est relativement secondaire. Bon, donc on avait comme ça réussi à avoir rassemblé un certain nombre de pays, 26 pays, du pourtour méditerranéen, hein, qui ont des relations relativement suivies avec la Chine, avec 3 zones. Une zone pays d'Europe du sud-ouest, pays d'Europe du sud-est, et tous les autres du pays du MENAT, hein, c'est-à-dire qui vont du Maroc jusqu'à la Turquie, tout cet ensemble-là. Hein, qui permettait d'opérer des distinctions à travers pour définir le rôle que pouvait effectivement jouer la Chine. Alors fondamentalement, je vais aller très vite. Hein, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que s'il y a une présence chinoise, en fait, l'acteur qui reste le principal acteur, qui est de très loin, c'est l'Europe, l'Union européenne. Hein, que la présence chinoise, en fait, les Chinois sont attirés par le marché européen, arrivent en Méditerranée à cause du marché européen. Les choix des étapes ou des escales qu'ils prennent, ce sont des escales qui doivent le conduire vers le marché de l'Union européenne. Et donc, de ce fait, les participations de la Chine, les activités chinoises dans les pays qui ne sont pas directement des ouvertures vers le marché européen restent quelque chose de tout à fait minime. Également, l'autre réponse globale que l'on pourrait avoir, c'est de voir que les installations
de la Chine dans la région, si on évalue en termes d'investissement. Si c'est 1 pour l'investissement, les exportations chinoises sont de 185. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'implantation à long terme de façon systématique et significative de la Chine dans cette région. Il y a un commerce qui se développe considérablement dans cette région, avec des nuances et avec des spécialisations des pays par rapport à ce qu'ils peuvent apporter avec la Chine. Alors également, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a peut-être une certaine unité de stratégie concernant des pays comme la France ou dirons-nous, les pays des Balkans, mais qu'en revanche, tous les pays du bloc Afrique du Nord et allant jusqu'à la Turquie, ce sont les relations sont beaucoup plus bilatérales dans leur nature, et il est difficile de considérer qu'il y aurait une stratégie qui concernerait globalement ces pays-là. Mais en ce qui concerne les pays qui sont dans l'Union européenne, en fait, il y a une stratégie à l'égard de l'Union européenne qui va affecter le comportement de la Chine par rapport à l'ensemble des pays de l'Union européenne sur le contour méditerranéen. Bon, c'est très brièvement ce que nous avons essayé d'exposer dans ce petit travail, que je ne détaille pas davantage. Merci beaucoup. Je prends la balle au bon parce que vous avez tous les deux souligné l'intérêt que Xavier avait pour d'autres disciplines que sa discipline d'origine, l'économie. Moi qui ne suis, n'étant pas parfait, que sociologue et pas économiste, je me rends compte que Xavier connaissait très bien la sociologie. Il avait lu les sociologues, il les connaissait bien, et j'ai connu d'autres économistes qui étaient beaucoup plus ignares sur la sociologie, en général s'y intéressaient pas du tout, alors que lui avait un vrai intérêt pour les sciences sociales autres que l'économie. Et je donne tout de suite la parole à Ahmed Silem, s'il veut bien ouvrir son micro. Oui, j'ai ouvert, c'est bon. Voilà, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas très bien par quoi commencer. En tout cas, pour ce qui est des qualités de l'homme, Bruno a tout dit sur son humanisme, sur son humanitarisme, sur son universalisme. Je crois que j'ai rien à dire de plus que dire que c'est mon plus grand ami, bien sûr, à qui je dois beaucoup à titre personnel, puisque c'est lui qui m'a incité à rentrer à l'université, qui m'a poussé à faire ma thèse complémentaire pour pouvoir faire acte de candidature. Alors, je l'ai reçu à Lyon, bien sûr. Il m'a reçu chez lui. Diana est là pour rappeler que je n'ai pas d'hôtel à Paris et que heureusement que j'ai Xavier et Diana. Bon. Sur l'économiste, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est vrai que c'est d'abord quelqu'un qui est un spécialiste d'économie comparée. Si on doit donner des branches d'économie, c'est l'économie comparée. Néanmoins, c'est quelqu'un de très ouvert. Il n'est pas... il suffit de regarder de toute façon, par exemple, le travail qui était fait, qui vient d'être présenté par Thierry. Il n'a pas rejeté les travaux d'analyse en composantes principales qui sont présentés dans ce livre d'une rigueur comme on n'en rencontre nulle part quasiment. C'est un travail méticuleux, fait, c'est vrai, à deux mains, même si peut-être on sait qu'il y a une grande part de Thierry dans cette analyse détaillée des routes de la soie. Néanmoins, il est non pas seulement tolérant, mais il accepte de prendre en compte les travaux. Il suffit simplement de regarder la publication qu'il a faite avec peut-être l'un des plus grands économistes du XXe siècle, qui est János Kornai. Kornai, c'est un néoclassique qui n'a pas peur des approches un tout petit peu mathématiques, pas tout à fait quantitatives en tant que telles, bon, néanmoins très formalisées. Donc c'est quelqu'un d'ouvert à l'ensemble des disciplines de la science économique, même si lui se dit qu'il préfère parler d'économie politique, l'économie est politique, donc plutôt que de parler de science économique.
Mais c'est quelqu'un de... Bon, on a dit qu'il voyageait beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ces voyages? C'est vrai que ça lui fait plaisir de voyager. Mais les voyages de Xavier sont toujours des prétextes pour lancer des études portant sur les pays. Il ne travaille, ce n'est pas un économiste en chambre. Il y a beaucoup d'économistes qui n'ont pas besoin d'aller nulle part. C'est vrai que l'économie purement mathématique ou les mathématiques économiques, si vous voulez, on n'a pas besoin de données, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On reste chez soi et on travaille sur des équations et rien d'autre. Bon, Xavier, c'est un voyageur et chaque voyage est toujours associé à une publication, est toujours associé à un travail. Mais en plus de cette démarche qui consiste à se confronter à la réalité, à aborder les faits en tant que tels et à les interpréter, au-delà de ça, c'est l'occasion pour lui surtout d'établir des relations humaines, de diffuser la connaissance, de faire des cours, de faire des conférences dans tous les pays où il intervient. Et le plus intéressant à noter tout de même, c'est aussi un militant pour les grandes causes. Il suffit de regarder le travail avec Najib. Le travail avec Najib, c'est extraordinaire. Il est très illustratif de ce que fait en réalité Xavier. Il fait intervenir, en réalité, donc c'est quelqu'un d'engagé. Il ne le dit pas aussi nettement, aussi clairement, mais il est pour le Grand Maghreb. Il est pour le Grand Maghreb. Le Grand Maghreb qui a évoqué de manière désespérée Najib, qui aimerait bien que ce Grand Maghreb se fasse, mais qui constate bien qu'il y a des grands problèmes, qu'il y a des problèmes du Sahara occidental ou je ne sais quoi encore. Bon. Néanmoins, sa préoccupation, c'est, après le papier de Najib dans leur livre commun, il m'invite à l'IREMO, ce qui m'a permis de découvrir l'IREMO, pour participer à la publication du livre qui s'appelle Les frontières revisitées, héritage et fragmentation, qui a été co-signé avec Jean-Paul Chaniolot en tant que directeur. Bon, il m'a invité à faire quoi? À parler du Maghreb, à montrer ce qu'avait commencé à aborder Najib, les coûts du non-Maghreb. Eh bien, là, donc, il m'a demandé d'être un tout petit peu plus analytique, un petit peu plus mathématique, plus quantitatif, pour essayer de donner une mesure du coût du non-Maghreb. Pourquoi il fait cela? Bon, il le fait parce qu'à mon avis, il voulait démontrer qu'il était engagé un tout petit peu pour susciter l'intégration de ces 5 pays. Bon. Mais au-delà de la littérature en tant que telle, ce livre avec Najib, c'est quoi? Il a réuni des personnes, normalement, qui n'ont pas à être ensemble du fait des tensions qui existent dans ce Grand Maghreb. Il a eu un auteur marocain, il a eu un auteur tunisien, il a eu un auteur algérien, ou plusieurs en tout cas. Bon. Donc il réunit tout le monde pour tenter de concilier ces différentes sensibilités. Donc au-delà de ces aspects, je crois que le plus important à retenir chez lui, c'est le fait qu'il est d'une très grande tolérance scientifique. Il accepte, je l'ai dit lors d'une présentation précédente, il a dirigé des thèses qui sensiblement ne sont pas tout à fait de son idéologie, mais l'essentiel, c'est d'argumenter. À partir du moment où les doctorants argumentent, il accepte parfaitement les travaux qui sont présentés. Il n'essaie pas de les amener à changer d'opinion. Donc, il sait bien que l'économie est politique. Donc, comme je l'ai dit au départ, c'était sa position à laquelle il tient, mais néanmoins, et je dis que cette tolérance, il la met en pratique. Je crois que s'il faut retenir quelque chose de Xavier, de mon point de vue, c'est qu'il a été surtout un animateur scientifique. Il a fait plusieurs livres collectifs en demandant à des collègues de sensibilités différentes de participer, de rédiger des chapitres, aussi bien chez Hachette que celui avec Najib ou d'autres. Bon. Je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus que ce que je viens de dire sur ses qualités, bon, sur ses travaux. S'il faut retenir
en tout cas une seule chose, c'est difficile d'en dire qu'une seule chose, mais c'est surtout quelqu'un d'une très grande tolérance. C'est d'abord et avant tout un grand humaniste. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne semble être assuré de rien et préfère par conséquent être attentif à tout. Voilà, donc si vous voulez, ce que je peux dire de lui, ça peut rejoindre évidemment donc, le philosophe de Spinoza, donc, qui était évoqué liminairement par Bruno. C'est tout ce que je peux dire rapidement. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez réagir? Je me pose la question, moi, par rapport à vos deux livres que j'ai relus récemment pour ce soir. J'en avais souvent discuté avec Xavier. On a l'impression que, effectivement, comme vient de le dire Silem, il déplorait, alors le terme est mauvais, mais il regrettait que les différents pays qui l'intéressaient, il parlait beaucoup des Balkans dans la dernière période, d'autant plus qu'il avait le projet d'écrire un livre pour la collection de l'IREMO sur les Balkans, qui est le nord de la Méditerranée. C'est la Méditerranée, l'IREMO c'est toute la Méditerranée. Et il avait un projet de livre sur les Balkans qui ne verra pas le jour, enfin qui était un livre collectif. Et je crois que c'est un des éléments importants. L'essentiel des livres qu'il a publiés sont des livres collectifs. Et parce qu'il croyait au collectif, parce qu'il pensait que c'était important qu'il y ait des points de vue différents qui s'expriment sur un sujet, et que ça ne gênait pas, ça a été très bien dit, ça ne gênait pas que des gens aient des opinions différentes, ou des positions différentes, ou des analyses différentes sur un même sujet. Mais je me souviens d'une discussion avec lui sur l'Algérie, qu'il connaissait bien, il y avait souvent été, il a encore récemment, juste avant la Covid, il y avait été pour une thèse. Il disait, ils sont assis sur un tas d'or et ils n'en font rien. Et dans le fond, on a l'impression un peu que c'est vrai d'un peu toute la Méditerranée, cette phrase. Alors, dans les relations avec la Chine, on voit bien que les Chinois, et Thierry l'a très bien dit, les Chinois vendent beaucoup, enfin, font du commerce, mais ne s'implantent pas, sauf le port du Pirée, puis je ne sais plus quelle autre chose. Et d'ailleurs, du coup, on se dit, on a l'impression que c'est une zone, la Méditerranée, qui est comme en sommeil par rapport à l'économie mondiale, alors qu'elle ne l'est pas, bien sûr, mais comme si les Chinois n'ont pas l'intention de s'y implanter, l'Europe s'occupe de la Méditerranée, mais enfin on sait bien que l'Union pour la Méditerranée n'a rien donné, ou pratiquement rien donné, et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui empêche, sur le plan économique en tout cas, les choses de se développer différemment. Oui, je vais réagir, d'autant que j'ai mes propres souvenirs, moi aussi, de certaines discussions avec Xavier à propos du Maghreb. Moi, ma conviction profonde, c'est que le seul or qui compte dans le monde où nous sommes, c'est la science, c'est la connaissance, et non pas, disons, les atouts matériels tels qu'on peut les saisir comme ça en termes de réserves de pétrole, de gaz, etc. On voit bien que peu de pays du Sud ont atteint des performances significatives en exploitant les hydrocarbures. Et c'est une thèse que j'ai toujours défendue, et j'en ai parlé souvent avec Xavier, qui estimait pour sa part que malgré, je dis bien malgré, ces hypothèques
qui trouvaient leur origine dans ce qu'on a appelé la malédiction des ressources naturelles ou le mal hollandais, etc., il y avait quand même des potentiels qui pouvaient être exploités dans ces pays. Et effectivement, il connaissait bien la région, il y allait souvent. Je pense que moi, je lui donne raison sur un point qui me paraît absolument essentiel. Ça concerne cette perception du potentiel humain. Il a toujours défendu cette idée selon laquelle le potentiel humain est là et malheureusement, il n'y a pas les structures, il n'y a pas l'organisation de l'intelligence collective qui permettrait à ce potentiel humain de s'exprimer. Ce qui, est, bien évidemment, est un facteur de blocage pour ces pays. Et le deuxième facteur de blocage, on aborde directement la question, ce sont des blocages purement politiques qui bloquent l'intégration de la région. On est là à parler du Maghreb. Avant-hier, l'Algérie a décidé de suspendre le traité d'amitié avec l'Espagne en raison du revirement de la position espagnole sur le Sahara occidental, etc. Entre l'Algérie et le Maroc, c'est une confrontation pour le moment, disons, pacifique. Personne ne sait jusqu'où elle peut aller. Donc il y a des blocages qui sont liés à des processus politiques qui échappent à l'analyse objective, parce qu'en fait, ils vont dépendre de la façon dont vont s'organiser et réagir des groupes, des institutions, des individus, etc. Voilà. Donc, si on voit l'itinéraire du Maghreb, il ne faut jamais oublier que le Maghreb enfin quand je dis le Maghreb, les différents pays du Maghreb et la Corée du Sud avaient sensiblement le même niveau de PIB par habitant à la fin des années, disons, 50-60, au tournant des indépendances. Les indépendances en 51, 56 et en Algérie en 62, en 60 en Mauritanie et 62 en Algérie. À cette époque, sensiblement, le PIB par habitant était celui de la Corée du Sud. Alors maintenant, si on compare, on voit où en est la Corée du Sud et où en sont les pays du Maghreb. Et c'est cette interrogation qu'on n'a pas cessé d'examiner, peut-être même de ressasser entre nous, chaque fois qu'on pouvait se voir en dehors du séminaire. Il nous est arrivé aussi d'aller au restaurant ensemble. C'était une obsession, et à mon avis, à juste titre. Personnellement, j'aurais beaucoup de mal à évoquer des solutions pour le Maghreb. Disons que l'intérêt que j'ai éprouvé pour cette région ou pour les autres pays du pourtour méditerranéen, c'est un intérêt médiatisé par la Chine, une volonté de comprendre l'activité, la présence et surtout essayer de démonter le narratif. Parce que souvent, le narratif a plus d'effet que la présence économique elle-même. Puisque c'est la façon dont on l'interprète. Et je peux donc constater des différences de traitement venant de la Chine. Mais la Chine, en elle-même, ce qu'elle peut me révéler, c'est éventuellement des différences de dynamique. Alors, aujourd'hui, l'intérêt de la Chine a été, du point de vue politique, pour l'Algérie de façon certaine, et son intervention, ou sa participation, ou son implication
il a été pour des raisons politiques, même avec le contrat du siècle, l'autoroute Est-Ouest, mais en revanche, pour l'Égypte ou pour le Maroc, l'intérêt est éminemment économique. Il y a deux dynamismes qui sont totalement différents dans leur nature, mais il y a un dynamisme beaucoup plus ouvert aujourd'hui au Maroc, dans la mesure où le Maroc a réussi à implanter à attirer des entreprises multinationales comme Boeing, comme Airbus, comme Renault ou Peugeot, ce que n'ont pas réussi beaucoup d'autres pays, sauf peut-être effectivement la Chine à une époque donnée. Donc l'attitude de la Chine va s'exprimer par rapport à ce comportement-là, et ça va se traduire par les relations que la Chine entretient avec le Sahara occidental, puisque la Chine a été, en fait, depuis longtemps, toujours un soutien politique au Sahara occidental, parce qu'elle épousait les thèses de l'Algérie, donc pas de problème. Mais récemment, les Sahraouis l'ont pris comme assez mal. La Chine a créé un consulat à Darla. Donc c'était une façon de reconnaître indirectement que le Sahara occidental était bien marocain. De même qu'aujourd'hui, la Chine a beaucoup plus d'activités en Israël, puisque la Chine finance les industries militaires israéliennes, c'est connu de tout le monde. Et par contre, le soutien qu'elle accordait à la Palestine, disons que la première fois que moi j'étais en contact avec les Palestiniens, c'est lorsque j'étais étudiant à Pékin dans les années 70, et que je me suis retrouvé à la délégation un jour où j'avais rien à faire, je ne savais pas quoi faire, je m'embêtais. Et il y avait des films qui passaient, j'ai vu comme ça le juge Seuss, c'était tout à fait éducatif, si je peux m'exprimer ainsi. Mais aujourd'hui, l'aide que la Chine peut apporter à la Palestine ne signifie rien, n'est sans importance. Alors que, par comparaison, l'aide ou le soutien à l'industrie israélienne, à l'industrie militaire israélienne est conséquent, est très conséquent. Donc il y a un discours politique, un narratif, donc on peut le voir à côté sur certains aspects, mais dans le côté, il y a une réalité économique profonde qui montre la façon dont la Chine déniche des dynamismes économiques et comment elle cherche davantage les dynamismes économiques. Et le port du Pirée, toute l'histoire du port du Pirée, c'est effectivement la recherche d'une plateforme qui va pouvoir fournir un moyen de valoriser des activités économiques ou d'utiliser les disponibilités économiques qu'il y avait dans ce pays. Bon, le port du Pirée était allé à volo, mais dirons-nous que les potentialités et le rôle économique du port potentiellement étaient toujours là et sont maintenant plus ou moins de retour. Bon. Donc les choix se font comme ça. Les Algériens qui parlent du port de Cherchell, du port du centre à Cherchell, se font des illusions sur le fait que ça va devenir ça devancer Tanger d'ici 20 ans. Les Chinois sont là parce qu'on va les payer pour faire. Les travaux n'ont même pas commencé. Oui, non, mais c'est. Et les Chinois sont présents à Tanger. Alors les Chinois sont présents à Tanger parce qu'ils participent à une société de gestion de manutention, qui est une société de manutention qui est Eurogate, qui est une société en partie allemande. Bon, donc ils ne sont pas présents comme propriétaires. Non, ils sont exprès comme sont les. Ils ont l'œil sur Tanger parce que ça les intéresse. J'étais au Maroc il y a 15 jours et dans une conférence, et il y a un économiste marocain qui a longuement parlé de la présence de la Chine à Tanger. Et qui essayait de montrer que les Chinois utilisaient Tanger comme une porte d'entrée sur l'Afrique. Alors ça, c'est le rêve marocain. Ça, c'est le rêve marocain. C'est peut-être le rêve marocain. Parce que, dirons-nous qu'il est beaucoup plus intéressant de voir au Maroc le fait que les entreprises chinoises actives, ce sont les sous-traitants de Peugeot, de Renault, qu'ils ont fait venir sur place dans les zones économiques spéciales marocaines. Alors là, ils sont actifs parce qu'ils ont en même temps ouvert leur marché. Le fabricant de climatiseurs pour auto qui travaille pour Peugeot, maintenant produit aussi pour Ford qui est à Valence. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus marquant que tous ces discours, parce qu'il y a eu une volonté de créer une zone économique chinoise avec le soutien de la Banque marocaine pour le développement, là, qui est dirigée par, qui s'appelle maintenant la Banque of Africa, qui est dirigée par Othman Benjeloun, je crois. Et il y a eu un premier projet qui a été un échec.
Et maintenant, il y a un second projet qui est en cours, mais ça n'a toujours pas abouti. Mais ça aboutira à quoi? Pour l'instant, le problème, c'est de savoir comment on va le nourrir, ce projet. Bon. Mais donc, donc on s'arrête au fait que les Chinois puissent discuter de la création d'une zone économique chinoise dont on ne connaît pas les possibilités et l'éventuel contenu. Alors ça agite tout le monde, mais ce qui se fait et qui est effectivement important, c'est l'implantation de plusieurs entreprises de sous-traitance automobile dans un écosystème voulu par le Maroc, donc qui est soutenu par le Maroc, dans lequel peuvent venir aussi, invités par des autres entreprises, des sous-traitants chinois. Ça, c'est la partie dynamique, mais c'est la partie qui n'est pas vue. Hein. Et également le fait que tu as évoqué tout de suite d'une participation d'une entreprise chinoise à une société de manutention portuaire, c'est quelque chose qui est érigé aussi en symbole, alors que c'est anecdotique. C'est ce que font toutes les compagnies maritimes à travers le monde, essayer d'être partout présentes au moindre coût. Parce que quand ils font des escales, s'ils ont des structures, c'est plus facile que s'il faut louer les services de quelqu'un qu'il faut renouveler régulièrement. Et c'est à l'exemple de ce qu'ont fait CMA CGM pour parler français, ou Merckx pour parler danois, hein, MSC pour parler italo-suisse, et où tous les autres grands compagnies maritimes font ça. Ils ont fait ça dès les années 80 en Chine. De la même façon. Hein. Donc, la seule chose, c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir des Chinois. Donc, comme on voit tout d'un coup, c'est « Ah, ils arrivent, ils nous envahissent ». Alors qu'en fait, il y a une logique capitaliste et mondialisatrice derrière ça, qui est la même que celle de leurs concurrents commerciaux immédiats. Oui, je me souviens d'une discussion avec Xavier, après une discussion qu'on avait eue avec lui et d'autres de ses amis, qui peut-être d'ailleurs là, qui est Jean-Paul Guichard, qui est professeur d'économie à Nice. Il est là, je ne l'avais pas vu. Et ils avaient une divergence justement sur l'importance de cette implication chinoise sur la Méditerranée et sur l'Europe en général. Est-ce que une des personnes qui est en visio veut intervenir? Bonjour tout le monde. Je voudrais juste dire quelques mots. Xavier était quelqu'un d'important pour nous, un petit groupe d'économistes niçois. Et on a coopéré pendant longtemps ensemble. Je ne sais plus combien cela fait d'années. Bon, ses qualités humaines exceptionnelles ont été soulignées. Je voudrais aussi souligner, ça a été dit et redit d'ailleurs, qu'il faisait de l'économie politique et bien sûr c'était une orientation très très importante. Et même au-delà de l'économie politique, je pense, c'était quelqu'un qui était ouvert à ce qu'on pourrait appeler, à l'utopie en tout cas, de la pluridisciplinarité. Et donc aux autres disciplines du champ de la société. On a insisté aussi sur son amour des voyages, pas seulement, c'était aussi son amour de la découverte. Mais à ce propos, je voudrais dire le rôle très important de son couple et de Diana. Hein, et les voyages, il les faisait à deux. Hein, et je crois que c'était très, très important. Et donc, j'ai eu l'occasion souvent de faire des voyages avec Xavier, mais aussi avec Diana. Je voudrais aussi signaler cette bienveillance qui émanait de lui. Il était véritablement bienveillant avec les gens. C'était bien plus que de la tolérance. C'était quelqu'un qui voyait ce qu'il y avait de bien dans les autres. Et pour ses amis, c'était très important. Une autre qualité, c'était
qu'il n'était pas jaloux de ses amitiés, mais il cherchait à mettre ses amis en connexion les uns avec les autres. Il établissait des ponts, il établissait des contacts. Hein, c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai connu Bruno, il y a une douzaine d'années. Bon, et ça, c'est important. Il n'était pas du tout jaloux de ses amitiés. Au contraire, il cherchait à les faire partager. Écoutez, voilà, je voudrais dire simplement que j'ai des souvenirs merveilleux au fin fond de la Sibérie avec lui, quoi. Enfin bon. et voilà. Et tout ce que j'ai pu entendre qui a été dit sur lui, je le partage évidemment. Je vous remercie. Merci. Oui. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui, allez-y. Je m'appelle Eliana Dutra, je suis brésilienne et je suis historienne, pas une économiste. Mais je voudrais tout simplement vous dire que Xavier, j'ai connu bien Xavier parce que c'était un grand ami à moi, à lui et Diana. Et je voudrais dire qu'il a été un homme, je garde de très bons souvenirs parce qu'il a été un homme très gentil, un homme qui avait un sens du humeur formidable et en même temps un grand intellectuel. Et je voudrais tout simplement dire je remercie la vie de l'avoir connu. Merci. Bravo. Merci. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Bon, si vous le permettez, je voudrais parler quelques mots. Je fais une partie de ces étudiants chinois. Alors, je fais ma thèse avec Xavier il y a 15 ans, 16 ans. Alors, Xavier, pour moi, c'est quelqu'un qui est important parce que il a dirigé ma thèse, il m'a conduit à poursuivre cette carrière professionnelle en tant que professeur en France. Et puis, depuis mon arrivée en France, j'ai pas mal travaillé avec lui. Je crois que j'ai eu la chance de travailler avec lui jusqu'au bout de sa vie. Je crois tous les étudiants qu'il a dirigés, on partage le même avis. Je crois que Wei maintenant est en ligne, elle partage sûrement la même opinion que moi. Que Xavier, ça fait un des rares experts occidentaux qui fait attention à la montée en puissance, au développement et au modèle de croissance de la Chine. Et puis, on a accompagné Xavier, et puis il est venu en Chine, je ne me souviens plus combien de fois, mais chaque fois, c'est très empirique. Il aime bien rencontrer les gens, il aime bien les repas chinois, il aime bien la culture chinoise. Et puis, on l'a accompagné à visiter des entreprises, à faire des entretiens avec des gestionnaires, des managers, des directeurs des entreprises. Donc, c'est quelqu'un pour nous qui est quand même surprenant de voir un économiste qui fait l'enquête auprès des entreprises et travailler avec des gens pratiques, concrets. Donc, il a un point de vue très basé sur la réalité économique et sociale de la Chine. Et donc, on l'a apprécié tellement. Et puis, moi, personnellement, j'ai eu une formation en sociologie en Chine. Et il était très ouvert de m'accueillir, de m'accepter, de faire une thèse en économie. Donc, ça m'a beaucoup touché et puis changé complètement des points de vue ou la structure
Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui jumelle, qui combine les différentes disciplines, des domaines. Donc, maintenant, il est parti et on est triste, mais moi, je pense que je vais continuer à faire la recherche et puis poursuivre la trace qui a créée par Xavier. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Ah, bonjour. Bonjour à tous. Je suis désolée, peut-être mon français, c'est pas suffisant. Est-ce que je peux Non, changer allez-y. en anglais? Allez-y, c'est sans problème. I'm so sorry. All of you speak French, but my French is not good enough. I'm so in touch with the meeting, and I just want to express my own feeling about Xavier, and I just want all you know that there's a lot of Chinese students like Zoe is here, and there are also some other Chinese colleagues who has a long-term cooperation with him. And there are some old friends of Chinese old friends of Xavier. We miss him very, very much, and for his sympathetic international vision, and for all the things he has done for the academic research, for projects, for the I'm so sorry, I'm too nervous. I'm too excited. And for personally, Xavier has fundamentally changed my life. I'm his student. I'm his collaborative research partner, and we worked for more than 20 years. It was really a big shock for me. I now consider he left so young at this age, so early. And due to the pandemic, I cannot go to Paris to see Diana to share with you. So, sorry. I say thank you very much for the opportunity. And je vous remercie beaucoup. And je remercie Xavier for all. Merci beaucoup. D'autres interventions? Je vais faire une toute petite intervention. De Chine? De Pékin. C'est un exemple de ce que disait Jean-Paul Guichard tout à l'heure. Je l'ai rencontré au Maroc, cette collègue chinoise, à Darla, où Xavier nous avait présenté, et on a passé les 4 ou 5 jours qu'on passait à Darla pratiquement en discutant tout le temps. Elle parle beaucoup mieux français qu'elle ne le dit, parce que moi, comme je ne parle pas l'anglais, elle n'avait pas le choix. D'autres interventions? C'était émouvant. Pardon? C'était émouvant. Quelqu'un dans la salle ou à l'écran? Je peux apporter un complément sur bien sûr. Les travaux de Xavier. On a passé sous silence le livre le plus traduit de Xavier dans une dizaine de pays, c'est Économie de l'entreprise. Donc, on a tendance à penser que Xavier travaillait essentiellement de manière macroéconomique sur les pays, sur les PIB et tout ça. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui connaît bien l'entreprise, et son livre Économie de l'entreprise, publié chez Hachette, je ne sais plus combien d'éditions il a eu en français, mais en tout cas, il a été traduit dans un grand nombre de pays. Voilà, c'est de l'information supplémentaire. Bien. Oui. Alors, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour cet hommage, pour cette rencontre. Alors, moi, je suis stagiaire à l'IREMO, je suis en train de terminer mon stage, et je n'ai pas eu l'occasion donc de faire la connaissance de Monsieur Xavier Richet, mais il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans la façon dont vous parlez de lui, de son parcours, de son travail, et notamment le fait de s'intéresser à la fois aux pays d'Afrique du Nord, au Maroc, à l'Algérie,
et bon, jusqu'à l'Égypte, et leur relation économique avec la Chine. Je trouve que c'est vraiment une combinaison très inhabituelle, si vous me permettez, deux sujets qu'on a mis ensemble, mais voilà, qui ne me seraient pas venus à l'esprit, qu'on imagine surtout séparément. Et je voudrais en fait vous demander si vous pourriez peut-être élaborer sur parler un peu de son intérêt pour justement ce sujet précis, comment il est né, comment vous en êtes, comment Monsieur Richer en est venu à travailler là-dessus, donc le contexte, éventuellement le contexte économique, qu'est-ce qui a fait naître son intérêt pour un tel sujet. Merci. Thierry, peut-être. Moi, je suis plus à même de parler de la façon dont ça s'est produit pour moi, parce que Xavier et moi nous nous sommes rencontrés sur le sujet, c'est la rencontre de deux chemins à ce moment-là, mais j'ai commencé à m'intéresser aux relations entre la Chine et l'Algérie pour deux raisons. Il y avait un discours dans la presse occidentale tout autant que dans de la presse algérienne. Et puis, il y a eu l'opportunité de rencontrer une collègue d'origine algérienne qui m'a mis en relation avec des Algériens. Et donc, on a pu commencer à organiser une première discussion, un premier travail, et on a pu ensuite organiser une deuxième. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez, c'est la rencontre entre des opportunités et un intérêt pour un pays. Bon. Après ça, il est évident que, encore une fois, je parle pour moi, on ne pouvait pas ne pas regarder l'Algérie sans regarder un petit peu ce qui se passait à côté, surtout que c'est une région qui était assez mouvementée, par exemple l'histoire de la Libye, et la Chine était intéressée à la Libye par le pétrole, et ce qui se passait en Libye avait forcément des conséquences sur la façon dont ce pays, dans la Chine, donc, allait s'intéresser aux autres pays voisins. Et il y avait aussi la façon dont la Chine essayait d'utiliser, d'instrumentaliser l'Égypte. Bon. Donc ce sont tous ces éléments-là, parce que ça permettait aussi, par rapport à une préoccupation antérieure que j'avais, qui était avant les pays de l'Afrique du Nord, c'était l'Afrique dans son ensemble. C'était donc de voir à travers ces exemples aussi des miroirs pour d'autres exemples qu'on pouvait rentrer en compte. Mais ça, c'est mon parcours. Hein. Le parcours de Xavier, c'était un parcours qui s'est fait, comme vous l'a expliqué Saphir tout à l'heure, par rapport à une réflexion sur le Maghreb et une réflexion plutôt sur la Méditerranée en général. Donc nos parcours se sont rencontrés. Mon intérêt pour la présence chinoise en Afrique est matérialisé par un travail sur l'Afrique du Nord. Et ensuite, de l'autre côté, du côté Xavier, son intérêt pour les Balkans, qui était au nord de la Méditerranée, alors que moi j'étais au sud de la Méditerranée. Et donc, pourquoi tout ça ? Je crois que c'est comme ça que je peux l'expliquer. Je ne peux pas me mettre à sa place. Hein. Et je répondais parce que Bruno m'avait passé la patate chaude. Alors je vais la reprendre. Mais oui, Diana. C'est une anecdote. Attendez, je vous donne le micro. Parce que les autres personnes c'est une très vieille anecdote. Xavier est allé faire une formation à Alger il y a très très longtemps. Je n'arrive pas à mesurer dans le temps à quelle période c'était. Et il avait été logé assez près de l'aéroport dans un hôtel qui venait d'être construit. Et je me souviens, quand il est revenu, il m'a dit « Mais l'hôtel, j'avais l'impression d'être en Chine. » C'était un hôtel qui avait été construit par des Chinois. Et jusqu'au tapis qui conduisait à l'ascenseur, qui était changé chaque matin, avec Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, on changeait chaque jour. Il m'a dit « C'est exactement comme en Chine. » Et donc, il avait déjà, je ne sais pas il y a combien de temps, le sentiment qu'il y avait un lien là, entre la présence chinoise en Algérie et puis le développement de l'Algérie. Mais c'est juste une anecdote. Mais c'est significatif. Oui, tout à fait. Mais sauf qu'il faut quand même ajouter que ça c'est l'imitation de ce que faisaient aux États-Unis. Oui, non, mais ça n'aurait pas étonné Xavier. La déco de l'hôtel était typiquement chinoise, quand on avait vraiment l'impression d'être en Chine, quoi. Tous les hôtels que vous connaissez. Et d'ailleurs,
Je me permets d'ajouter une petite parenthèse. Moi, pour ma part, je suis née à Moscou, et à Moscou, un des plus grands hôtels s'appelle l'hôtel Pékin. Oui, c'est ça. Moi, je ne vais pas parler à la place de Xavier, j'en suis bien incapable, d'autant plus que je ne suis pas économiste, mais je pense que ce que j'ai compris de la démarche, et je crois que Jean-Paul Guichard l'a très bien dit, il faisait de l'économie comparée. Et dans le fond, je me souviens d'avoir des discussions, parce qu'il se trouve que dans le cadre de la coopération avec le Maghreb et le Proche-Orient de notre université, la Sorbonne Nouvelle, je suis responsable de cette coopération et je suis allé un peu plus d'une vingtaine de fois au Liban, dont je parle souvent parce que c'est un pays qui est passionnant. Et j'ai souvent parlé avec Xavier du Liban. Il voulait y aller. On devait y aller d'ailleurs. On devait y aller en mai 2019, au moment où on a été arrêté par l'épidémie. Et on devait animer tous les deux, avec un autre collègue, une masterclass à Beyrouth pour les doctorants de 3 universités libanaises. Et les questions qu'il posait sur le Liban, il regrettait de ne pas connaître le Liban. Il m'avait dit plusieurs fois, j'aime bien le Liban. Et je lui ai dit, écoute, on a une opportunité, on va y aller ensemble. Et puis on n'a pas pu y aller malheureusement, mais les questions qu'il posait, c'était toujours des questions en termes de comparaison. Il disait, comment ça marche, par exemple, l'agriculture au Liban, et puis il disait, ah oui, mais alors, c'est pas du tout le cas de l'Égypte, c'est pas du tout le cas, etc. C'est-à-dire que je crois que son intérêt était comparatif. Bon. Autant que je puisse parler, je suis pas lui, et puis je suis pas économiste, et puis mais la manière dont il discutait des questions, c'était toujours, il faisait toujours des comparaisons. Il passait toujours par une comparaison. Il disait, bon, par exemple, je me souviens de lui avoir posé une question sur ce qu'on appelle la malédiction du pétrole en Algérie, et il me disait, mais c'est comme au Venezuela. Donc tout de suite, il prenait une comparaison. Il partait pas tout de suite sur l'Algérie, il faisait une comparaison avec le Venezuela. Puis il disait, il y a des différences. Et puis après, il travaillait sur cette comparaison, ce qui était pareil et ce qui était différent. Et je pense que c'était autant que j'ai pu en juger, c'est la démarche qu'il avait était là. Et je pense que son intérêt, là, sur les Balkans, etc., c'était toujours un intérêt comparatif, il me semble. Si je peux compléter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention. En fait, il se posait toujours la question, pourquoi ça ne marche pas ? Et souvent, entre nous, c'était ça l'échange en dehors du séminaire, hein, bien sûr. Pourquoi ça ne marche pas ? Alors que formellement, entre guillemets, il y a un certain nombre d'atouts dans les pays en question. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ici ? Pourquoi ça ne marche pas là ? Ensuite, on compare son intérêt pour l'économie comparée a été déjà souligné tout à l'heure. Et je pense que c'était ça la grande question. C'était de voir qu'est-ce qui, dans un pays donné, dans une société donnée, dans une économie donnée, conduisait à un certain nombre de blocages. En tout cas, moi, c'est ma lecture. Et je pense que c'était une des formes de ce que Jean-Paul Guichard a dit tout à l'heure, de son engagement. Oui. C'est-à-dire que dans le fond, l'idée de se poser la question pourquoi ça ne marche pas, c'était aussi comment ça pourrait marcher. Enfin, parce qu'il y avait toujours ce côté-là, mais comment ça pourrait marcher, et comment ça pourrait marcher, allons voir là où ça marche, notamment en Chine, le développement de la Chine ou de la Corée du Sud, mais il parlait peu de la Corée du Sud. Je ne sais pas si il avait travaillé sur la Corée du Sud, je ne crois pas. Il parlait surtout de la Chine, qu'il connaissait bien, il y a été beaucoup en Chine. En Chine, il y avait des choses qui marchaient. Et il disait pourquoi ça ne marche pas ailleurs ? Qu'est-ce qui ne marche pas en Chine et qui marche ailleurs, enfin, etc. Il posait toujours la question comme ça. Et je pense que c'était ça, une des formes de son engagement comme économiste et comme citoyen, je dirais, pour aller vite. C'était de se dire, mais pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche ? Et je pense que sur le Maroc, où je l'ai plusieurs fois entendu, notamment à l'université ouverte de Darla, où je suis allé et où on s'est rencontrés, d'ailleurs, c'est Xavier qui nous a présenté, c'est toujours cette manière de faire en sorte que tout le monde se connaisse. Quand il est intervenu à Darla, la dernière fois, je me souviens, il avait comparé la Chine, la Russie et le Maroc
enfin l'Afrique en général, mais en particulier le Maroc. Et il disait, mais ça marche pas en Russie. Il y a ça qui marche pas en Russie. Ça pourrait marcher pour de telles raisons. Je me souviens qu'il avait fait une comparaison entre la Chine et la Russie qui était très saisissante, qui d'ailleurs avait mis hors de lui un économiste russe. Je ne sais pas si tu te souviens, Thierry. Non, mais je me souviens de la réaction de l'économiste russe. La chose précise, je ne m'en souviens plus, parce que c'est une hypothèse qu'il discutait comme ça, mais la réaction de russe, c'était... Xavier avait été un peu, j'allais dire brutal, non, c'est pas le terme. Non, c'est pas ça. C'est un peu clair en disant, dans le fond, l'économie russe n'existe pas à côté de l'économie chinoise et ils vont devenir une colonie de la Chine. Enfin, il l'avait pas dit comme ça, mais pratiquement. Et l'économiste russe avait sauté au plafond. Il n'était pas content du tout. Est-ce que c'était Schupper? Je sais plus son nom. Je sais que Xavier m'avait dit que c'était un poutiniste, mais c'est tout ce dont je me souviens. Mais enfin, il avait une excellente bouteille de vodka, ce russe, donc c'était déjà pas si mal. Surtout dans un pays où quand même l'alcool ne circule pas comme ça. Mais je me souviens, il avait fait cette comparaison en disant les routes de la soie, la Russie compte pas, quoi. C'est un lieu de passage, c'est pas ça qui l'intéresse. Mais c'était très saisissant parce que la comparaison, quand il l'exposait... Ah, c'était peut-être Vladimir Matiouchov. Je pourrais retrouver le nom parce que j'ai le volume des actes et il y a son nom dedans, je te le dirai. Vladimir Matiouchov, peut-être. C'est possible. Ah oui, parce qu'il est poutiniste, lui. En tout cas. Et l'autre, c'était le dragueur. Mais tu y étais, Diana, non? Ah oui, tu n'étais peut-être pas venu l'écouter, si. Tu y étais pas à cette réunion de Darla? Si. Tu te souviens pas de la réaction du Russe qui était furieux? C'est Matiouchak. Oui, il était vu. Alors moi, j'avais juste une question sur le Maghreb. Vous avez tous parlé beaucoup de l'Algérie et du Maroc, pas du tout de la Tunisie. Alors, je sais que ma voisine, ça intéresse beaucoup ma voisine. Alors... Si je peux apporter un éclairage, on a beaucoup parlé de l'Algérie et du Maroc, d'abord parce que ce sont les deux principaux pays de la région. Ensuite, en raison du conflit potentiel qui oppose les deux pays et qui disons, pour l'essentiel, est à l'origine du blocage de l'intégration maghrébine. Et donc, dans ce schéma, disons, la Tunisie était un peu moins importante, mais évidemment, avec ce qui s'est passé en 2010-2011 et puis l'évolution actuelle, et précisément, j'ai envie de dire, les blocages de l'économie, enfin pour simplifier et même pour provoquer un peu, j'ai envie de dire, les blocages de l'économie malgré une relative réussite institutionnelle et démocratique, bien sûr, c'est un pays intéressant, c'est un pays à suivre. Mais voilà ce que je peux en dire rapidement. Mais je me demande si dans les années qui viennent, la Tunisie ne va pas constituer un cas de figure intéressant. On sent qu'actuellement, c'est un pays qui est en train d'accumuler toutes les conditions de crise importante. Et on verra bien comment tout ça va évoluer. Si je regarde non plus avec le regard Maghreb, mais avec le regard chinois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que la Chine va chercher des intérêts, qu'ils soient parfois politiques, c'est pour ça qu'elle allait chercher l'Algérie, surtout à un moment, mais maintenant elle cherche la recherche de points d'appui ou de plateformes économiques. Bon, la Tunisie, c'est un tout petit marché. C'est un tout petit marché qui ne lui apporte pas plus que ne peut lui apporter le Maroc, et même beaucoup moins, ou que l'Égypte, qui lui permet de rebondir vers les marchés européens, où il y a déjà une dynamique, par exemple, des zones économiques spéciales
où sont installées des entreprises industrielles chinoises, ou bien alors ce que je vous disais tout à l'heure sur le Maroc, où elle a déjà des assises. Donc il est évident que du point de vue du regard chinois, ces deux zones-là, où apparemment on sent qu'il y a une certaine paix sociale, ou bien une paix sociale, disons, forcée, contrainte pour l'Algérie, parce que les zones économiques spéciales, ça travaille, au Maroc aussi. Mais par contre, la Libye, hein, la Chine n'y va plus. Elle a retiré tout ce qu'elle avait de la Libye. L'Algérie, elle y va quand les Algériens la contraignent à y aller, à la force à y aller en jouant sur la fibre révolutionnaire, etc. Mais elle n'y va pas de bon cœur. Hein, et comme vous évoquiez le cas du port du centre qui n'a toujours pas commencé, c'est parce que les Chinois traînent les pieds. Hein, ça, c'est tout à fait évident. Bon. Donc, de ce fait, la Tunisie, qui est actuellement relativement agitée, c'est certainement pas un endroit que les Chinois vont regarder en priorité, malgré la demande, une certaine demande des Tunisiens qui souhaiteraient que les Chinois puissent s'intéresser à eux. Je voudrais ajouter un point, peut-être, oui, merci. Concernant Xavier, concernant son point de vue sur la Chine. Même, il aime bien la Chine, il apprécie beaucoup le modèle chinois, mais il a un regard critique quand même sur la Chine. Entre nous, quand on discute sur la voie chinoise, et puis en Chine, on parle de la socialisme, du socialisme avec caractéristiques chinoises. Puis, moi, je me souviens, une fois, on demande à Xavier, d'après vous, quelle est la caractéristique chinoise du socialisme? Et il a dit, en fait, c'est le pire. Hein, c'est le pire. On a posé la question, est-ce que la Chine, c'est capitaliste ou c'est socialiste? Il a dit, c'est le pire des deux. Parce que la Chine a assimilé, a pris tous les plus mauvais points des deux systèmes. Donc, il a quand même un regard critique sur la Chine. Et puis, il est comme j'ai dit, il était très, très concret. Par exemple, je crois, pendant 15 ans ou 10 ans, il a fait des enquêtes auprès des entreprises automobiles en Chine. Donc, il est un des spécialistes sur l'industrie automobile en Chine. Il a travaillé avec moi, avec Wang Wei, mais avec Wang Hua, William à Shanghai maintenant, sur l'automobile. Donc, on a visité plein des usines. Et puis, moi, mon sujet, c'était le transfert de technologie au sein des joint ventures en Chine. Et lui, il a toujours dit, voilà, est-ce qu'il y a vraiment le transfert? Il a fait attention aux différentes technologies. Et puis, ça m'a impressionné beaucoup. C'était, comme Bruno a dit, toujours, il a un point de vue comparatif. Chaque fois, on parle d'un phénomène au sein des usines, Volkswagen en Chine, ou l'entreprise française Peugeot en Chine. On donne un cas, on dit, voilà, ça c'est l'histoire, qu'est-ce qui se passe maintenant au sein de l'usine chinoise. Il peut tout de suite parler d'une autre histoire équivalente dans une usine en Europe. Donc, il connaît bien toutes les entreprises en Europe. Donc, on a vraiment une meilleure compréhension de la situation. Ça veut dire que c'est pas simplement, quand on regarde la Chine, c'est la Chine. Toujours, on est donné, on est mis sous un contexte mondial. Ça veut dire qu'il y a toujours d'autres pays qu'on peut prendre avec Xavier pour faire la comparaison. Qu'est-ce qu'il y a comme l'expérience dans d'autres pays. Et c'est pour cette raison également que Xavier il a intéressé beaucoup des officiels chinois. Donc, chaque fois, on les amène au gouvernement pour rencontrer des officiels.
les fonctionnaires, les officiels chinois étaient très intéressés de parler avec Xavier parce que à partir de Xavier, il peut avoir plein d'informations à l'extérieur de la Chine. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant en Europe, aux États-Unis, dans d'autres pays en voie de développement, en Inde? Quelques moments, il a fait quand même une étude d'enquête sur l'Inde. Donc, des officiels chinois étaient vraiment intéressés et il était pris toujours comme un grand expert en Chine pour parler des industries, des stratégies, pas parler simplement de la théorie, etc. C'est quelqu'un qui est très pratique, qui trouve le dialogue avec les officiels, les commerçants, les managers dans l'entreprise. Donc, pour nous, c'est quelqu'un où on a vraiment apprécié la façon, parce que c'est pas un théoricien, c'est pas quelqu'un qui est purement académique, mais quelqu'un qui a le niveau, qui a les connaissances, et puis il y a des humours, des grands humours. On aime bien les repas, la fête, donc toujours c'était vraiment un grand plaisir de travailler avec lui en Chine, mais également en France. Voilà. Bien, il me reste à vous remercier tous, à remercier l'IREMO d'avoir organisé cette rencontre. Et puis, on va rester fidèle à sa mémoire.